Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente Elodie Joyosa, je suis chef de projet dans notre direction d'ingénierie et d'action sociale et c'est avec grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème cancer du sein, avec ce qui sera notre devise du jour, le cancer est une bataille qui se gagne avec la connaissance et la prévention et l'espoir. Donc cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un nouveau programme national de prévention de la santé des femmes proposé par Harmonie Mutuelle et lancé le 13 mars dernier avec une table ronde sur les inégalités de genre en santé. Si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez également la regarder en replay sur notre site Harmonie Prévention. Donc ce programme, il est exclusivement réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle, femmes ou hommes. Nous sommes tous concernés par la santé des femmes et il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes comme comprendre son corps et son rythme biologique ou optimiser son sommeil, mais également des thématiques sur les pathologies féminines comme l'endométriose ou encore, comme nous sommes rassemblés aujourd'hui, sur le cancer du sein. Dans cette édition 2024, il y a 11 webinaires qui ont été programmés sur différentes thématiques, animés par des experts qui partagent conseils pratiques et points de repère. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans le chat ou directement sur notre site Harmonie Prévention. Alors vous l'avez remarqué, pour le bon déroulement de la séance, vos micros et vos caméras sont coupés. Mais si vous avez des commentaires à effectuer ou des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Et je poserai toutes vos questions à nos intervenants en fin d'intervention. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée du docteur Séverina Laurent, à qui on va laisser la parole dans quelques instants. Et puis tout de suite, je laisse la parole à Nathalie, notre partenaire du deuxième avis, qui va animer ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. Merci Elodie. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Nathalie Réal-Delsart et je suis directrice des partenariats chez Deuxième Avis, un service qui est embarqué pour tous les adhérents d'Harmonie Mutuelle. Et je suis accompagnée aujourd'hui par le docteur Séverina Laurent. Bienvenue docteur. Je vais vous présenter. Vous êtes chirurgienne, scénologue et gynécologue. Vous avez exercé durant 13 années à l'Institut Curie en tant que chef de service de scénologie. Vous y avez dirigé l'unité de chirurgie ambulatoire de l'Institut Curie de 2013 à 2017. C'est une unité phare en chirurgie du sein au niveau national. Depuis 2020, vous êtes chef du service de chirurgie gynécologique et scénologique au sein du groupe hospitalier de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Vous y coordonnez le centre du sein depuis 2017. Vous poursuivez le développement de la chirurgie ambulatoire, c'est 90% en chirurgie du sein, de l'oncoplastie, de la prise en charge des femmes à risque oncogénétique et vous développez de nouvelles technologies en utilisant les nouveaux traceurs ferromagnétiques pour identifier le ganglion sentinelle et repérer les lésions non palpables. Sur le plan académique, vous avez publié plus de 60 articles référencés principalement en cancérologie. Vous vous impliquez également de les nouvelles voies d'information des patients en pilotant le groupe patients soignants InfoSain. Bienvenue docteur. Tout de suite, quelques mots d'introduction peut-être sur ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le cancer du sein. Merci Nathalie pour cette information et puis merci à Elodie et Harmonie Mutuelle pour laisser la parole parce qu'effectivement, parler et informer, je pense, contribue aux soins et donc comme vous le disiez, la connaissance, c'est vrai que ça fait partie de voilà, des avancées thérapeutiques, grâce à internet en particulier. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu dur. Je pense que tout le monde est sensibilisé, soit personnellement, soit par, son entourage, sa famille, les amis, les collègues au travail. Il faut savoir que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, il y a environ 60 000 nouveaux cas par an, c'est un cancer qui se soigne bien, dont on peut parler aussi de guérison. Par ailleurs, le développement du cancer du sein prend en général plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est pas un cancer considéré comme rapidement évolutif selon
on va dire les cas. Et effectivement, dépisté tôt, c'est un cancer de bon pronostic dont le taux de survie reste stable. Il faut savoir que le cancer du sein, dans 60% des cas, il est détecté à un stade précoce. Précoce, ça veut dire qu'en fait, on ne le sent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme et ça fait partie donc de ce programme qui a été mis en place en France et qui est proposé à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Il faut savoir, voilà, quand on sent des anomalies et en dehors du dépistage précoce, on peut consulter son médecin ou sa sage-femme en cas en particulier de changement au niveau des seins. L'examen clinique donc se fait en général tous les ans à partir de 25 ans. Et comme je vous le disais, la mammographie de dépistage est proposée à toutes les femmes en France de 50 à 74 ans tous les 2 ans. Et donc dans ce cas-là, il n'y a en général pas de symptômes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de boule, on n'a rien, c'est une écho-mammo faite à visée dépistage. Donc le mot est important. Le dépistage, c'est pas une prévention, c'est-à-dire c'est pas un vaccin. Faire une mammo ne prévient pas du développement d'un cancer du sein. Ça permet de voir s'il y a une lésion de petite taille. Hein, parce que parfois, alors je vous raconte des anecdotes de consultation parce que c'est aussi ça la vie du médecin et puis de nous tous citoyens qui consultons des médecins. Certaines femmes vont me dire: «Ah mais je comprends pas, l'année dernière c'était normal». Et voilà, et on fait des examens effectivement. Pourquoi on les répète? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça apparaît et ça peut devenir visible en radiographie sans être encore palpable par les mains. Donc ce n'est pas un vaccin, c'est un examen de dépistage. Et ensuite, il peut y avoir, donc ça c'est pour toutes les femmes, dans certains cas, pour les femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer, on peut être dans une situation où on est un peu plus à risque de développer un cancer et donc là, on n'est pas dans le dépistage classique. Donc là, c'est voir un conseiller en génétique, s'adresser à un service de génétique qui sont, en France, chaque territoire a son service de génétique pour voir si on est porteuse d'une mutation et si oui, quelle surveillance on va faire et donc on va personnaliser une surveillance au risque. Et donc ça concerne 8 des personnes qui ont un cancer du sein. Donc les mutations génétiques ne sont pas non plus très fréquentes et quand on est concerné, il y a des services de génétique qui sont là pour accompagner. Très bien, merci beaucoup, c'est très Et clair. l'âge ouais, Alors oui, ouais. allez-y. L'âge moyen au diagnostic, c'est donc 63 ans actuellement en France. D'où le bornage 50-74 ans. Ça ne veut D'accord, pas dire qu'on ne fait pas de cancer avant et ni après. C'est-à-dire que la majorité, c'est entre 50 et 74 ans, mais un cancer peut se déclencher à un âge beaucoup plus jeune, dès l'âge de 20 ans, et c'est beaucoup plus exceptionnel. Et donc très là, on bien. sort du dépistage et on est, voilà, il y a un symptôme, je consulte. Et le médecin va adapter aux symptômes les examens. Très clair. Une question maintenant, quels sont les symptômes en fait qui peuvent alerter pour un cancer du sein, pour des cancers du sein? Alors, effectivement, dans le cancer du sein, c'est là, dans la majorité des cas, 0 symptôme. Dans plus de 60% des cas, on ne sent rien. Et donc, le diagnostic va être fait lors de l'échomammo de dépistage. Et dans cette échomammographie, vous allez voir, alors, le radiologue a une classification qu'on nomme ACR4 ou 5. Alors, parfois, j'ai des dames qui m'ont dit: «Ah là là, j'ai un cancer de stade 5». Pas du tout. C'est pas du tout le stade du cancer, c'est il y a une anomalie. Et l'ACR, c'est Anomaly Classification Radiology, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie et le radiologue va mettre ce qu'on appelle un chiffre 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et cette classification permet de dire est-ce que je fais une biopsie ou pas. Donc dès l'instant où un radiologue dans sa conclusion met ACR 4 ou 5, ça doit conduire à une biopsie. Parce que la mammographie en elle-même ne peut pas dire c'est un cancer. Il faut une biopsie, c'est-à-dire qu'il faut un prélèvement de l'anomalie radiologique, que cette biopsie, donc qui est un petit échantillon de tissu, parte au laboratoire pour dire ce sont des cellules normales ou ce sont des cellules cancéreuses. Et dans certains cas, ce sont des cellules atypiques. C'est-à-dire c'est ni bénin, ni cancéreux, mais on ne peut pas se prononcer. Donc ça, c'est vraiment important. L'ACR4 du radiologue n'est pas un stade de cancer.
hein. Mais c'est vrai que quand on dit c'est voilà, une classification ACR5, c'est-à-dire la probabilité de retrouver un cancer sur la biopsie est de 95%. Donc c'est vrai qu'en radiologie, on a des fois c'est suffisamment informatif, mais c'est pas suffisant pour dire que c'est un cancer. Donc ça, c'est la grande majorité des cancers du sein en France. Pas de symptômes dans 60% des cas. Dans certains cas, il peut y avoir un ou des symptômes associés. Et en particulier, par exemple, donc chez des femmes jeunes ou âgées ou dans la période de dépistage, elles vont dire tiens, c'est étonnant, j'ai une boule qui est apparue dans mon sein que je n'avais pas. Donc tout symptôme doit être entendu par le médecin. Et ce n'est pas normal d'avoir une anomalie, je dis bien qui persiste, en général dans un sein, et qui persiste 15 jours. Il n'est pas rare, alors vous devez toutes vous dire oh là là, j'ai peut-être des douleurs, etc. Donc on a tous avant les règles des seins douloureux. Donc quand c'est des deux côtés sur les deux seins avant les règles, ce sont des phénomènes hormonaux. Donc on a voilà, le sein est un organe, un récepteur hormonal et en phase juste avant les règles, on peut avoir des seins extrêmement tendus. Et donc, toutes les douleurs cycliques, c'est plus des douleurs hormonales. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, c'est vrai que si c'est très gênant, ça peut être, il peut y avoir ce qu'on appelle des traitements de progestogène, de progestatif pour calmer ce symptôme qui peut, dans certains cas, être assez inconfortable. Mais c'est ça, c'est pas le spectre du cancer. Voilà, quand c'est des deux côtés, que c'est en lien avec les règles ou les ovulations, en général, c'est pas du cancer. Voilà. Toutes les manifestations des symptômes du cancer, c'est plutôt un seul côté et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc après, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est consulter. Si l'examen par le médecin ou la sage-femme ou le médecin traitant retrouve l'anomalie, ça va conduire à une échomammo. D'autant plus, enfin, quel que soit votre âge. Mais au minimum, c'est une échographie. Hein. Et ensuite, donc c'est la boule, on va dire le principal symptôme. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une petite fossette, c'est-à-dire vous allez lever votre bras et vous allez dire tiens, par rapport à l'autre côté, c'est pas comme l'autre. C'est-à-dire que celui que je lève, la peau se déprime et ça veut dire que dans la glande, il peut y avoir quelque chose qui attire la peau et donc ce sont des signes indirects de cancer. Également, la déformation du mamelon. Donc là aussi, j'insiste parce que bien souvent, ça voilà, encore récemment, on voit des personnes, le mamelon se déforme et comme ça se fait progressivement, ça n'alerte pas vraiment. Et donc, on va avoir un mamelon qui s'efface, un mamelon qui se déforme. Ça, ce n'est pas normal, il faut consulter. Et ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est derrière le mamelon qui fait que les canaux vont se rétracter et donc vont visuellement apparaître par une déformation du mamelon. Et ça ne fait pas mal. C'est-à-dire le mamelon va se déformer petit à petit. Une rougeur également au niveau du sein. Alors effectivement, si vous êtes en plein allaitement, que vous avez la montée de lait, qu'il y a un peu de lymphangite des deux côtés, on est plus dans des... Voilà, ça c'est plutôt en lien avec l'allaitement. En dehors de la période, on va dire, de la grossesse et de l'allaitement, un sein qui est rouge et inflammatoire, il y a deux possibilités. Ça peut être un abcès de novo du sein, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un cancer inflammatoire du sein. Donc toute rougeur et dans le cancer du sein inflammatoire, c'est pas douloureux. Dès l'instant où c'est douloureux rouge, c'est un abcès. Et dans ce cas-là, il faut drainer l'abcès, soit en ponctionnant, en l'évacuant. Et dans tous les cas, il faudra, même après un abcès, faire un bilan complet échomammographique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'abcès, on ne fait jamais de mammo, parce que je ne sais pas si vous imaginez, vous avez déjà la douleur, et si on vient presser avec une mammographie, c'est juste pas possible. Donc, pas de mammographie pendant l'abcès. Et voilà. Et quand le sein est rouge inflammatoire, donc souvent on va prescrire des antibiotiques. Et s'il n'y a pas d'abcès, que la rougeur persiste, là on fait des cholamammo et on va faire des analyses. S'il n'y a rien dans le sein, on va prélever un petit bout de ce qu'on appelle, on fait une biopsie sur la peau pour écarter un sein inflammatoire, qui est c'est peu, mais ça représente 5% des cancers du sein. Tout écoulement mamelonnaire sanglant n'est pas normal et c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Après, on peut de temps en temps, il peut y avoir des écoulements au niveau des deux mamelons, surtout dans la période après l'allaitement ou parfois pendant la grossesse. Donc tout ce qui est tous les symptômes qui sont des deux côtés, là aussi c'est plutôt bénin. Et dès l'instant où c'est que d'un côté et qu'il y a du sang, ce n'est pas normal. Donc au minimum écho-mammo. Si ces deux examens sont normaux, on peut faire une IRM, enfin il faut faire une IRM des seins parce que ça peut être ce qu'on appelle un cancer in situ des canaux du sein. Donc ça doit être exploré.
Et après, beaucoup plus rarement, il peut y avoir des douleurs du sein, en particulier si les nodules sont derrière le mamelon, où ça va être un peu plus sensible. Et ensuite, il y a également des eczémas du mamelon. Là aussi, le diagnostic peut être un peu tardif, c'est-à-dire qu'on a le mamelon qui gratte, on a une petite, comme un eczéma qui apparaît, puis on se dit c'est rien, on va mettre un peu de cortisone, ça disparaît, ça persiste. Tout eczéma du mamelon doit être prélevé. C'est-à-dire qu'il faut faire une biopsie de la peau du mamelon, et ça peut être ce qu'on appelle une maladie de Paget, qui est vraiment localisée que sur le mamelon, donc c'est pas grave, ça se soigne, mais la chirurgie, c'est l'ablation de la zone centrale du sein. Donc devant ces symptômes, il est indispensable de faire une écho et une mammographie au minimum. Et si le radiologue en déduit qu'il y a une classification ACR 4 ou 5, il y aura une biopsie. Donc l'examen de contrôle, de base, c'est la biopsie, c'est l'échographie. Voilà, et la mammographie. Et souvent, on va me dire « Ah, mais docteur, moi je préfère l'écho parce que c'est quand même plus agréable que la mammo. » Oui, c'est vrai, ça je vous comprends, mais c'est vrai que la mammo permet de voir des calcifications que l'écho ne peut pas voir. Donc les deux doivent être associés. Et dans le dépistage, on fait une mammo seulement. Et l'écho, c'est à la discrétion du radiologue. Si les seins sont denses, on rajoute une écho. Mais les deux voient des choses différentes. Et ça, je pense, c'est très important de là. L'un, c'est la mammo, c'est des rayons X. C'est-à-dire, ça permet de voir le sein, c'est de la graisse et de la glande. Tout ce qui est graisseux, ça apparaît noir sur la mammo. Tout ce qui est glandulaire, ça apparaît blanc. Et les calcifications, c'est des petits tachetés blancs. Donc, on peut tout savoir, et plus en âge savant, ce qu'on appelle des calcifications rondes. Donc, ça, c'est pas grave. Mais s'il y a des petites calcifications qui se regroupent, c'est suspect, il faut les biopsier. Voilà. Et l'échographie, donc, ce sont des ultrasons. Et ça permet de voir quand il y a des nodules, si c'est tissulaire ou liquidien. Là aussi, vous pouvez avoir à l'échographie ce qu'on appelle des kystes. Donc, le kyste, c'est une poche d'eau. Ce n'est pas grave. Le kyste, c'est bénin. Par contre, si vous avez le nodule associé à ce qu'on appelle des ultrasons et une formation un peu irrégulière, ça, c'est suspect. Il faut faire une biopsie. Très clair. Merci beaucoup. Alors, quels sont les différents types de cancers? Quand on préparait ce webinaire, vous nous avez dit qu'il y a des cancers du sein, leur traitement et l'ordre des traitements pour ces cancers du sein. Alors, effectivement, en général, il y a Octobre Rose qui va arriver, on va parler du cancer du sein. Donc, c'est pas le cancer du sein, il y a de multiples formes du cancer du sein. Et comme j'ai l'habitude de dire, les personnes qui ont un cancer du sein sont multiples. C'est-à-dire, voilà, il y a autant de personnes, on va dire, et chaque personne a un cancer différent. Et les personnes qui ont un cancer, ça peut être, voilà, principalement, c'est les femmes. Il faut savoir que ça concerne quand même 1% des hommes. Et voilà, chez les femmes aussi, nous, en tant que médecins, on va prendre en considération la personne que l'on va soigner. Une patiente d'un certain âge a d'autres impératifs qu'une personne plus jeune. Est-ce qu'il y a des fragilités associées? Est-ce qu'il y a des traitements associés? Est-ce qu'il y a des projets de maternité? Parce qu'ensuite, quand on va diagnostiquer un cancer, c'est traiter en globalité. C'est-à-dire, c'est traiter le cancer et ne pas impacter la qualité de vie des personnes. Donc, faire en sorte que si ça survient, que le projet de maternité n'a pas eu lieu, comment préserver la fertilité? Donc, il y a quand même un certain nombre de considérations et souvent, voilà, dans l'annonce d'un cancer, il y a d'autres annonces qui vont se faire. En particulier, quel traitement, les impacts de ces traitements. Et en chirurgie, est-ce qu'on peut garder ou pas le sein? Et il faudra faire de la chimio ou pas. Donc, le cancer, on va dire le plus précoce, c'est ce qu'on appelle le cancer. Alors pour Nathalie, c'est in situ. C'est le mot un peu in situ. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un cancer qui se développe. Vous savez, vous avez les canaux du sein et un petit lobule. Et donc, in situ, ça veut dire dans les canaux du sein. Ça n'a pas infiltré la membrane basale. Donc, c'est vraiment localisé dans les canaux et c'est pas allé dans le tissu conjonctif autour des canaux. Donc, c'est un cancer qui est ce qu'on appelle un stade 0, qui se guérit complètement. Il y a 100% de guérison. Et pour ce cancer dans les canaux, donc si, Nathalie, vous n'arrivez pas à prononcer in situ, on peut dire intragalactophorique. Je ne sais pas si c'est plus simple. Beaucoup plus facile. Voilà, mais c'est vraiment dans les canaux du sein. Dans ce cadre-là, s'il est petit et localisé, c'est une chirurgie localisée. S'il est plus extensif, on peut être amené à enlever le sein. Si on garde le sein, il y aura de la radiothérapie et il y a 0 traitement après. Donc,
Là aussi, quand on a un cancer in situ, on peut avoir une ablation du sein parce que les calcifications sont étendues dans le sein. Et c'est pas parce qu'on enlève le sein que le cancer est grave. Donc ça, j'y reviendrai par la suite. Donc le cancer in situ, c'est le stade 0. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les cancers du sein qui sont sensibles aux hormones. C'est-à-dire qu'au niveau des cellules cancéreuses identifiées donc, par le pathologiste, c'est-à-dire c'est celui qui examine sous microscope, il va identifier ce qu'on appelle les récepteurs œstrogènes. Et dans ce cas, les traitements en général fréquents, c'est il y a de la chirurgie. Si on garde le sein, il y a de la radiothérapie et de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un comprimé que l'on prend pendant 5 ans. Dans certains cas de ces cancers in situ, on peut associer de la chimiothérapie et dans certains cas des thérapies ciblées. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas, voilà, je ne vais pas vous faire, ça serait beaucoup trop long et on rentre dans des détails qui sont moins intéressants en termes de connaissances générales. Et ensuite, vous avez une grande famille de cancers qu'on appelle les cancers triple négatifs, c'est-à-dire c'est les cellules cancéreuses qui n'ont ni les récepteurs aux oestrogènes, ni les récepteurs à l'HUR2, qui est une petite molécule, qui est un petit récepteur qui va entraîner une prolifération. Donc les cancers triple négatifs, ça concerne les cancers sensibles aux hormones infiltrantes, donc c'est 80% à peu près des cas, et les triples négatifs, c'est 8%. Donc j'insiste parce que c'est un type de cancer qui était considéré comme grave. Et il faut savoir que ces 3 dernières années, il y a eu l'arrivée de l'immunothérapie qui a transformé le pronostic de ces cancers. Et il y a en particulier des associations. Il y a les triplettes, qui est une association qui va se battre pour promouvoir l'arrivée des nouvelles molécules, le vécu, l'échange avec les patientes, parce que si vous allez sur Internet, que vous tapez triple négatif, vous allez être sur des informations qui peuvent être déjà erronées, puisque les traitements ont quand même beaucoup, beaucoup changé. Donc dans ces cancers-là, il faudra de la chimio, de l'immunothérapie, en général majoritairement de la chirurgie, et quand on garde le sein, de la radiothérapie. Et ensuite, il y a la dernière forme qui est les cancers HUE2 surexprimés. C'est aussi 8 à 12% des cancers du sein. Et là aussi, ce sont des cancers plutôt agressifs. Alors, c'est vrai qu'en consultation, on dit est-ce que mon cancer est grave? Je dirais, c'est vrai que des fois, quand on était en 90, on pouvait considérer que ces cancers étaient graves. Maintenant qu'il y a de nouvelles thérapies, on raisonne différemment. Hein. Donc, on va adapter les traitements à la gravité du cancer. Et donc, dans les cancers HUR2 surexprimés, il y a chimiothérapie, il y a l'immunothérapie qui est un anti-HUR2, et puis toujours pareil, chirurgie, radiothérapie. Et les HUR2, il peut y en avoir qui sont sensibles aux hormones, et on fait de l'hormonothérapie. Voilà. Donc, bien retenir que les personnes que l'on soigne sont multiples. Il n'y a pas de comparaison entre les personnes, j'ai ma voisine qui a eu ça, et pourquoi j'ai reçu ça et pas ça, parce qu'il y a tous les paramètres personnels de la personne qu'on traite et tous les paramètres du cancer définis. Et ça, je pense, c'est vraiment très important et ça évite les mots maladroits quand on rencontre quelqu'un qui est traité ou qu'on soi-même est traité. Ah ben oui, t'as pas comme elle. Ben oui, parce que moi, c'est différent en fait. Voilà. Parce qu'il y a des questions qui peuvent être quand même assez irritantes pour les personnes qui sont soignées. C'est un entretien individuel. Elle va pas vous... Voilà. Il y a des cancers et des patients. Et donc, les traitements sont adaptés à ces 2 paramètres. Et finalement, chaque traitement est assez unique. Très clair, merci. Donc, effectivement, les cancers du sein et leur traitement. On va rentrer peut-être plus dans le détail. Voilà, alors là, c'était pour schématiquement que vous ayez une idée. Alors non, ça c'est, on peut passer à la diapo suivante, puisque voilà, voilà, c'était on revenait sur dans la chirurgie, là aussi, il y a est-ce qu'on a gardé ou pas le sein? C'est quand même des questions qui sont pour une femme assez essentielles, c'est-à-dire dès l'instant où on parle d'ablation du sein, c'est très impactant physiquement. Il faut savoir que dans la chirurgie du sein, actuellement en 2024, on peut conserver le sein dans à peu près 80% des cas. Dans 20% des cas, on est obligé d'enlever le sein. Dans la moitié, on pourra faire une reconstruction dans le même temps opératoire.
Et dans l'autre moitié, on ne peut pas, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons de choix de la patiente. La patiente dit ouais, ça peut être une reconstruction à plat, c'est-à-dire une cicatrice unique, et on peut mettre une prothèse externe, faire un tatouage. Donc après, il y a différentes formes de reconstruction non chirurgicales. Pour les ganglions, là aussi, il y a eu de gros progrès, et ça, je pense que c'est vraiment des bénéfices. Voilà, ça a été des révolutions chirurgicales, c'est-à-dire qu'autrefois, là, vous avez peut-être été tous confrontés à une grand-tante, une grand-mère qui a eu un gros bras, hein, c'est-à-dire que avant on enlevait un grand nombre de ganglions au niveau, ce qu'on appelle, donc les ganglions, c'est sous le bras, hein, parce que la radiologie n'était pas performante, et donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie dans les ganglions, on en enlevait beaucoup. Et donc ça crée ce qu'on appelle une conséquence, c'est l'œdème du bras. Et tout ça pour une chirurgie de stadification. Et après, on voyait la patiente, on disait bah, tous les ganglions sont négatifs. Alors, on était rassurant puisque les ganglions étaient négatifs, sauf que pour une personne, c'est le gros bras, et donc c'est quand même très. Donc voilà, cette chirurgie de stadification, grâce au progrès de la radiologie, s'est arrêtée. Et donc actuellement, on va être dans une chirurgie plus élective, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever beaucoup de ganglions, on va enlever le premier relais ganglionnaire, et s'il est négatif, ça permet de préserver les autres ganglions et donc d'éviter d'avoir des douleurs, des gros bras et des risques d'infection du bras. Donc actuellement, 80% de la chirurgie des ganglions, c'est ganglions sentinelles. Donc vraiment, enfin, moi, au regard, ça fait une vingtaine d'années que je pratique. C'est quand j'étais externe, et ce que j'expliquais à mes externes ce matin, c'est qu'on faisait des curages à tout le monde. Donc en 20 ans, on se dit c'est quand même génial d'avancer dans nos traitements, qui soient moins délétères, d'avancer dans les médicaments, qui soient plus spécifiques. Donc oui, il y a de réelles avancées thérapeutiques pour faire le moins de séquelles possible et guérir le mieux possible en sécurité. Le curage, c'est d'enlever tout, c'est ce que vous c'était Voilà. le. Alors, le curage axillaire, autrefois, c'était beaucoup. Actuellement, quand on en fait, on va faire une dizaine de ganglions. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les 30 à 40 qu'on pouvait enlever avant. Hein, donc, même quand on fait un curage actuellement, pour voilà, celles et ceux qui ont peut-être des connaissances, qui ont été confrontés, on essaie aussi d'être le moins délétère possible. Hein, et puis surtout qu'actuellement, les radiologues sont plus performant, c'est-à-dire qu'avant de passer au bloc, on a regardé le creux axillaire, parfois il y a un TEP scan qui a été fait pour voir, et donc la radiologie va nous guider dans la chirurgie la plus ciblée. Et donc là aussi, l'idée reçue, on m'enlève le sein, c'est grave, pas forcément. Voilà, la gravité du cancer n'est pas liée à enlever ou pas le sein, hein, puisqu'on peut avoir, comme je l'ai dit, des cancers précoces où on enlève le sein et c'est le seul traitement. Il n'y a pas besoin de faire de radiothérapie ni chimiothérapie. Voilà, donc ça, je voulais déjà. Voilà, et l'ablation du sein reste une chirurgie qui est difficile à accepter, donc pour la très grande majorité des patientes. Et un des objectifs dans les parcours de soins actuellement, c'est essayer de mieux informer avant, de préparer en amont. Donc nous, à Saint-Joseph, on a mis par exemple un parcours où avant la chirurgie d'ablation du sein, elle nous voit, donc on est chirurgien en cancer du sein, il y a un chirurgien plasticien également qui va les recevoir pour savoir s'il y a une reconstruction, quel type. On positionne, il y a la consulte d'annonce infirmière qui est obligatoire pour expliquer le parcours et reformuler les choses. Et ensuite, on propose un bilan isolé kiné, c'est-à-dire de voir finalement avant l'intervention la posture des patientes, comment on bouge les bras, hein, est-ce qu'il y a un bras dominant, est-ce qu'il y a déjà des séquelles, parce que voilà, il y a des choses, tout n'est pas lié à la chirurgie ou à la radiothérapie, il y a des choses qui peuvent être avant le traitement. Et puis ensuite, on recommande de voir une psychologue. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en 20 ans, nos pratiques ont évolué. Et comme une psychologue me disait, il y a 20 ans, les patientes étaient opérées, on nous appelait façon pompier, c'est-à-dire voilà, où on est gravement atteinte et donc on arrivait au chevet d'une patiente qui était en pleurs. Si on prépare, si on informe, c'est pour mieux préparer l'après. Parce que dans tous les cas, c'est difficile. Donc après, nous, on va travailler avec des photos, on parle du corps, on parle de la souffrance psychique que ça va. Voilà, donc c'est pas qu'on a un problème psy en fait, c'est que son corps va changer et comment on prépare au mieux à cette chirurgie et comment on se projette dans l'après. Donc vraiment le temps d'amont. Alors ça, c'est vrai que je rejoins Élodie qui parlait justement de ses connaissances et de ses préparations, c'est-à-dire qu'on va être plutôt dans le préventif pour éviter ensuite de casser une personne, c'est-à-dire que voilà, quand on est opéré, parfois ça peut être compliqué l'après. D'accord. Et puis ensuite, Quels sont alors
Ben, les risques y a-t-il de la prévention, des gestes de prévention et puis vos recommandations aussi, sur ces cancers? Parce qu'il y a des Alors les facteurs de facteurs de risque risque. d'abord. Ouais. Alors le principal, c'est l'âge, donc ça, on peut pas faire grand-chose, hein. Oui, ça, On est tous on malheureusement. est tous confrontés à l'âge, hommes et femmes, hein, pour le coup. Et voilà, et on sait que 80 des cancers du sein se développent après 50 ans. Après, effectivement, on n'est pas tous égaux face à l'hérédité génétique et parfois voilà, il y a des familles ou des histoires complexes de cancer du sein, de cancer des ovaires, de cancer du pancréas, qui peuvent exposer les générations du dessous à cet héritage. Là aussi, on ne le choisit pas, c'est ni la faute de vos parents, c'est voilà, c'est les conjonctions de l'existence. Ensuite, les consommations surtout d'alcool, alors le tabac, c'est moins impactant sur le sein, mais ont un impact sur le sein parce que ça va favoriser ce qu'on appelle une hyperœstrogénie, hein, et donc développer un peu plus de cancer. Le surpoids et le manque d'activité physique aussi est très impactant, hein, puisque ça contribue aussi à voilà, sur le plan métabolique, à favoriser le cancer. Certains traitements hormonaux de la ménopause. Donc là aussi, on peut, voilà, quand il y a un traitement hormonal de la ménopause qui est nécessaire, on peut le prendre sans risque. On sait, voilà, que si c'est pris, par exemple, plus de 5 ans, ça peut surexposer un peu. Et dans certains cas, il y a une contre-indication parce que dans la famille, il y a beaucoup d'antécédents et donc on ne pourra pas prendre ce traitement hormonal de la ménopause. Et ensuite, il y a souvent des décisions partagée, c'est-à-dire que nos patientes en consultation, c'est oui, est-ce que je peux prendre un traitement hormonal de la ménopause? Et souvent, on va être dans des bénéfices-risques. C'est-à-dire effectivement, vous aurez une qualité de vie certaine, il y a un sur-risque qui est minime et certaines vont dire: «Bah, moi, je préfère bien vivre et s'il y a quelque chose, je me ferai traiter à ce moment-là». Hein, donc sur la ménopause, il y a beaucoup de publications qui montrent que, voilà, quand on prend un traitement hormonal de la enfin substitutif, il faut qu'il y ait un bilan complet des seins avant et puis régulièrement tous les 2 ans après. Mais voilà, il n'y a pas un risque de cancer induit par ces traitements-là, en particulier s'ils sont pris 5 ans et ça peut quand même grandement améliorer certaines qualités de vie, en particulier chez des femmes qui ont des grosses bouffées de chaleur ou qui ont des symptômes importants. La prédisposition génétique, ça, je vous en avais parlé. Et puis après, ne pas avoir allaité, ça peut être aussi un facteur de risque, mais ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, quelle prévention, quelle recommandation? Je dirais ne pas vieillir. Ça, je crois que personne n'a trouvé la solution. Oui, c'est ça, Peut-être que dans l'audience, il y a des spécialistes de, voilà, de l'arrêt du du non vieillissement. vieillir. Ah, alors ça, moi, je l'ai pas, hein, là, j'ai pas Ça, Alors, on malheureusement, ouais, parle de c'est corps ça. augmenté, il y a Michael Jackson qui s'est fait congeler. Enfin bon, ouais, bref, il y a plein d'expériences, hein, sur le pas vieillir, mais ça, c'est quand même diminuer sa consommation d'alcool, ça, je pense, voilà, ça peut être des. Voilà. Alors, au-delà de surveiller son poids, je dirais, voilà, c'est bouger et manger varié, équilibré, donc pas de régime, hein, c'est pas, voilà, il faut quand même bien vivre, hein, la vie, c'est plein de choses. C'est pas être en vie, c'est bien vivre quand même. Le tabac, mais c'est voilà, arrêter, c'est quand même, voilà, ça prévient aussi le cancer de la vessie, des poumons, du col de l'utérus. Enfin, ça quand même, voilà. On sait que c'est un puissant toxique, le tabac, sur la peau, les vaisseaux, la vessie. Enfin bon, vous regardez les paquets de clopes, c'est écrit. Euh, et puis on estime finalement que près de 20 000 de cancers du sein pourraient être évités chaque année. Donc, ce qui fait un tiers des nouveaux cas de cancer pour l'année 2018. Et ensuite, c'est vrai que c'est voilà, quand il y a un cancer du sein, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est-à-dire, c'est que souvent on va se dire: «Et pourquoi?» Les personnes vont dire: «Et pourquoi je développe ça?» On n'a pas toujours de réponse et souvent on va être dans des facteurs multifactoriels. C'est-à-dire que l'environnement, il y a beaucoup de questions et c'est voilà, l'environnement. Ce qu'il y a, c'est que l'environnement, c'est le temps d'exposition. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu 50 ans dans un même endroit? Voilà, l'air, est variable, le climat est variable, donc c'est difficile voilà, de parler de facteurs environnementaux. Probablement qu'il y en a, mais c'est difficile à démontrer. Et le Donc là, stress c'est les aussi, vous en facteurs. parlez pas, mais Voilà. Alors c'est vrai que le stress, alors vous avez vu, je ne l'ai pas mis dans les oui, qui n'est pas stressé. c'est ça. Effectivement, et je pense que quand on a une maladie, c'est finalement les questions qu'on se pose, enfin, ouais, qu'on va d'emblée se poser, c'est pourquoi je développe ça? Et quand on n'a pas ces facteurs-là, on se dit: «Ah ben oui, c'est vrai que j'ai eu un stress, j'ai eu». C'est probablement pas déclenchant. Est-ce que ça contribue? Alors voilà, je n'ai pas les réponses à vous apporter. Néanmoins, s'il y a voilà, des personnes peuvent être dans une situation stressante, c'est vrai que travailler sur, voilà, cette gestion du stress peut être aussi une façon de
d'avoir ses propres ressources pour se dire: «Moi, de mon côté, je vais peut-être agir sur ça». Mais là aussi, supprimer le stress de la vie, ça me paraît difficile. Oui, Donc c'est après toujours un peu effectivement, compliqué. après effectivement, quand il y a des pathologies qui arrivent, c'est voilà, est-ce qu'on peut vivre différemment et est-ce qu'on peut vivre différemment? Ouais. Mais Donc c'est là, vrai qu'on oui, entend je quand même laisse en ouais, on suspend. non, je laisse en suspens parce que c'est vrai qu'après je pense que voilà, toutes les personnes ont vraiment des ressources internes qui sont voilà, qu'il faut mobiliser et voilà et on n'est pas toujours dans un caractère ascendant du docteur vers la personne. Il y en a plein qui savent voilà, qui ont spontanément se dire: «Ouais, ça, c'est vrai que je pourrais agir sur ça, là peut-être» et parfois il faut se faire aider parce que seul, c'est pas facile de changer des voilà, des façons de faire. Donc après il y a des aides, en particulier les soins de support qui accompagnent les personnes dans nos différents centres, hein. Oui, de plus en plus d'accompagnement avec des soins de support d'ailleurs. Mmh. Et ça peut être et effectivement positionner les psychologues, les sophrologues, des médecins du sport, hein. Donc il y a vraiment des approches psychocorporelles. Pour certains, ça sera plutôt du yoga, pour d'autres, ça sera plutôt de la sophro et c'est après, OK, donc je viens d'apprendre ça, c'est quand même, violent et c'est comment je vais vivre au mieux les traitements, pour que ma voilà, pour que ma vie soit la plus agréable possible et peut-être changer certaines façons de faire. Ouais. Et dernière, question aussi, quelle est la pertinence, d'un avis, complémentaire, d'un deuxième avis Mmh. sur un cancer du sein, enfin des cancers Alors du sein, je veux dire maintenant? Alors ça, c'est intéressant parce que le deuxième avis, je pense que dans notre, voilà, en France, c'est pas quelque chose qui est fait de manière, facile et moi, c'est vrai que souvent en consultation, j'ai des dames qui vont me dire: «Ah mais voilà, ah, je suis allée voir quelqu'un». Je dis: «Bah, en fait, il y a pas de souci». Enfin, je trouve que c'est voilà, que dans des annonces de maladies un peu graves, c'est prendre un deuxième avis, c'est presque normal. Et c'est vrai que parfois, on voit une personne, on voit qu'à la fin de la consultation, il y a peut-être des doutes et cetera. Moi, je leur dis: «N'hésitez pas à prendre un deuxième avis si vous le souhaitez». Donc ce deuxième avis, effectivement, peut être fait en présentiel ou sur dossier, hein. Puis après, c'est vrai que selon les territoires, ça peut être fait différemment. Mais ça permet, voilà, dans certains cas, des annonces de certains cancers où, par exemple, il y a heu, l'annonce du cancer en lui-même, dans certains cas d'une chimiothérapie. C'est est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette chimiothérapie? Donc on va être, donc nous on a nos RCP, nos réunions de concertation pluridisciplinaires, où on va donner un avis basé sur des référentiels nationaux, qui peuvent être aussi complétés par des signatures génomiques. Et nous, l'objectif effectivement du soignant, c'est on ne fait pas un traitement qui ne sert à rien ou qui a pas de bénéfice direct pour la patiente. Voilà. Mais ce qu'on dit, par exemple, on dit c'est pour réduire un risque de 20. La personne peut vous dire: «Bah, pour moi 20 c'est rien. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir ce traitement qui va m'impacter pour un bénéfice que je considère faible». Donc les soignants, nous, on met des seuils de risque où on dit à partir de là, on propose une chimiothérapie et dans certains cas, on prend un deuxième avis pour savoir si c'est vraiment indispensable ou pas. Alors il faut savoir qu'actuellement, on est quand même voilà, les recommandations nationales sont assez homogènes et on est traité globalement de la même manière dans tous les endroits, on va dire, de France et on est une activité où on est soumis à des autorisations. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de traiter le cancer n'importe où. Il faut s'occuper d'un certain nombre de patients et il faut être des spécialités associées. Un gynécologue seul n'a pas le droit de prendre en charge un cancer du sein tout seul. Il faut être associé avec des radiothérapeutes, avec des oncologues. Donc il y a quand même une réglementation française depuis le plan cancer, donc 2020. Et puis je crois qu'il y avait Charles de Gaulle, les premières ordonnances cancer, c'était 1945, hein, où il a voulu doter chaque territoire de France d'un centre de lutte contre le cancer. Donc pour dire, voilà, je veux que sur tout le territoire de France, il y ait une prise en charge équitable du cancer. Et c'est vrai que ça a été fait. Donc il y a eu Charles de Gaulle 45, ensuite il y a eu le dépistage 1970, et ensuite c'est Chirac qui a lancé le plan cancer en 2002. Donc ça fait déjà 22 ans. Hein, et avec une volonté que toutes les personnes soient traitées équitablement. Et voilà, et dans certains cas aussi, on peut annoncer une ablation du sein et ça va être, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Et dans ces cas-là où ça va voilà, la personne va se dire: «Mais si je pouvais faire différemment», voilà, le deuxième avis est voilà, est peut-être une nécessité pour aller en confiance dans le traitement. Je dirais, c'est vraiment après, aller en confiance dans un traitement qu'on ne choisit pas. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le deuxième avis, dans je crois plus de 3/4 des cas, on va être voilà, c'est-à-dire que
le médecin que vous rencontrez, que vous aurez vu sur dossier, va vous dire effectivement, je suis d'accord avec ce qui vous a été proposé et il n'y a pas d'alternative. Et dans certains cas, on peut dire effectivement, il peut y avoir une alternative au traitement proposé, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de différent, mais c'est autre chose. Mais c'est assez rare finalement. Voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le cancer, c'est quand même une épreuve dans la vie, enfin le cancer, d'ailleurs la maladie, hein, c'est une épreuve dans la vie d'une femme ou d'un homme. Donc j'avais mis ouais, 5% et c'est peut-être 1%. Et prendre un deuxième avis pour certaines personnes permet de mieux accepter donc les propositions de traitement, finalement de mieux les comprendre et peut-être de mieux vivre cette épreuve. Et comme je dis, on choisit ni son cancer, ni sa maladie, ni la forme, hein. Les réflexions du style «Tu as de la chance, tu as ce cancer», enfin personne ne choisit son cancer, hein. Et Ouais, c'est personne ne marrant. choisit quand on va avoir un cancer, si tant est qu'on en ait un. Donc enfin, c'est comme toute maladie, c'est-à-dire que on va être soumis à des traitements qui sont quand même difficiles et donc c'est comment on va, vivre, voilà, cette épreuve, voilà. Quand on va faire un marathon, une course en montagne ou une traversée, on choisit d'aller dans un endroit qui nous plaît et parfois on se prépare. Mais on le fait de manière spontanée parce qu'on en a envie. Donc c'est vrai que le voyage cancer, c'est pas un voyage choisi. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Mmh. Et néanmoins, c'est un parcours sur lequel effectivement il faut se préparer. Enfin, il faut de l'endurance. Mmh. Euh, Merci beaucoup, docteur Alran. Élodie, je me tourne vers vous pour savoir Oui, s'il y avait des questions. tout à fait. Il y a Euh, eu plusieurs questions, notamment par rapport à l'accroissement des cancers des cancers du sein. Et la question est, est-ce qu'ils sont plus nombreux ou est-ce qu'ils sont davantage dépistés? Je pense que la personne répond à la question. Donc effectivement, on les dépiste plus précocement. Alors l'accroissement est, on va dire, minime parce qu'effectivement, après, on va les évaluer, c'est-à-dire qu'il y a des registres de cancer du sein où maintenant on peut avoir une information sur ce qui se passe. Ça permet aussi d'avoir des indicateurs. C'est-à-dire si on voit que dans des régions, alors ça, c'est surtout en pédiatrie où il y a parfois des clones de cancer qui apparaissent dans des régions, d'avoir des registres, ça permet de dire, et est-ce que l'environnement serait en cause, hein? Est-ce que les traitements seraient en cause? Est-ce que à travers voilà et ça permet de faire des enquêtes pour être dans les causes du cancer. Alors en termes de normes, effectivement, on les dépiste, on va dire plus tôt. Donc effectivement, il y a des pays où il n'y a pas de cancer, mais s'il n'y a pas de dépistage, effectivement, il y a un certain nombre de cancers qui sont sous le radar. Parce qu'il y avait il y avait une question aussi par rapport à l'âge. On a vu que l'âge pour les examens, c'était 50 ans, à partir de 50 ans. Et on peut constater, en tout cas certains de nos participants ont constaté qu'il y avait des cancers sur des femmes beaucoup plus jeunes, de plus en plus. Et voilà, ils se questionnaient sur pourquoi cet âge de 50 ans Alors, et pas comme je... précocement. et pas plus. Précocement. Ah, alors, De faire- ça, c'est à l'étude, je crois, en France, sur est-ce qu'il faut devancer le dépistage. Donc, je pense que dans quelques temps, je ne sais pas dans combien de temps, on va devancer le dépistage à 45 ans, comme c'est le cas au Canada, dans certaines régions des États-Unis, hein, où ils sont à 45 ans, en Hollande aussi, je crois. Et après, c'est toujours pareil. Quand on fait un dépistage, c'est qu'on va dépister plein de personnes qui ne seront pas malades. Mm. Donc, en mettant 50-74 ans, on sait qu'on va être dans des dépistages le plus spécifiques possible. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire des examens à tout le monde pour dire, il y a une femme sur 100 000. Donc, on est dans voilà, le dépistage, c'est de la santé publique. C'est-à-dire, est-ce que si on met en place un dépistage, ça bénéficie à la population? Voilà. Et ensuite, le risque, c'est qu'on peut aller dans des surdiagnostics, des surtraitements. Hein. Donc effectivement, voilà, le passer à 45 ans, pourquoi pas. Et surtout, ce qu'il faut, par rapport aux femmes, c'est une anomalie qui apparaît même avant 50 ans. On consulte au minimum son médecin pour savoir s'il faut pousser les investigations. Mais on ne peut pas soumettre toute une population de femmes à des examens qui dépisteraient très peu de choses. Parce que d'une part, après, on va répéter des expositions à des examens qui ne sont pas utiles. Donc après, vraiment, la santé publique, c'est un équilibre entre qu'est-ce qu'on va apporter. Est-ce qu'on va pouvoir réduire des mortalités en dépistant mieux? Et donc, c'est vrai que les seuils sont définis. Alors, c'est en général, donc c'est la Haute Autorité de la Santé associée à l'Institut national du cancer. Quand il y a des modifications, il y a des panels, on va dire, d'experts qui vont dire, dans ce cas, on peut, ou dans ce cas, c'est injustifié parce que ça entraînerait des risques.
Mais il n'y a pas plus de cancer chez les jeunes, il n'y a pas plus de Non, cancer chez les jeunes en qu'avant. termes de voilà, les moins de 40 ans, on est à 10%, et c'est pas, non, alors après, on en parle plus facilement. C'est Il y a ça, les réseaux d'accord. sociaux qui Ouais. contribuent au fait que, et c'est moins tabou. Combien de personnes me disent, ah ben non, ma grand-mère, je crois qu'elle a eu quelque chose, mais elle n'a jamais parlé. Donc, Oui. il y a aussi, voilà, notre société évolue, Hum. les soins évoluent comme les personnes, enfin voilà, on est tous patients potentiels, donc on évolue au gré de l'arrivée d'internet, de l'arrivée des réseaux sociaux, voilà, je pense que les jeunes générations sont peut-être dans des registres émotionnels qui sont plus importants et donc vont avoir moins de tabous. Et donc c'est pas parce qu'on en parle plus qu'il y en a plus. D'accord, c'est ça, parce qu'on a le Effectivement, sentiment en qu'il y en a octobre plus, rose, mais ouais. on en parle plus, donc voilà, mais voilà, ne pas en parler, c'est pas une prévention. Ou en parler, ça ne prévient pas non plus, mais ça permet aussi d'avoir un regard différent sur la maladie. Merci en tout cas pour cet éclairage qui est pas que médical et sociétal aussi dans tout ce qui l'accompagne. Et on On a fait la encore, on société avait, à nous tous. oui, Ouais, on est tous à faire, vous savez, enfin, ouais, pour le coup, oui, la santé est un précaré de nous tous. tout à C'est fait. clair. Et On en avait aussi parler, Laurence. certaines femmes, c'est vrai qu'en communiquant, par exemple, alors moi, j'ai toujours cet exemple, je trouve qu'Angelina Jolie, pour moi, elle a fait un don de son corps à la science. C'est-à-dire qu'en parlant, elle, de sa chirurgie préventive, elle a vulgarisé le risque génétique BRCA. C'est-à-dire, c'est quand même le symbole de la féminité qui a dans le Times, qui a fait une première page sur ça. Ouais. Donc, les personnes peuvent s'identifier Hum. à une personne qui véhicule tout un tas de choses. Donc, et si Angelina Jolie l'a fait, c'est que, enfin, et donc ça permet je ne sais pas si c'est dédramatiser, parce que c'est toujours compliqué de dire ça, mais ça permet de lever des tabous et de dire, bah oui, même quand on est la plus belle femme du monde, ou quand on est la meilleure comédienne du monde, il peut arriver des choses. Et comment j'en parle? C'est-à-dire elle en a parlé. Elle a dit son histoire. Elle a raconté l'histoire de sa mère, elle a raconté sa propre histoire. Et voilà, en étant très médiatique. Donc, comme on dit, elle a eu beaucoup plus d'impact que n'importe lequel de nos articles scientifiques, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, Puisque c'est vrai. en Chine, ils étaient au courant, en Afrique, enfin, sur tous les continents, il y a eu voilà, le Times a été lu. Ouais, elle a été courageuse. Ouais. D'autres questions, Elodie, ou Oui, il y avait des questions par rapport aux facteurs, et notamment, on en a parlé un petit peu, mais des facteurs hormonaux, notamment des traitements ou même le fait d'utiliser, par exemple, certains déodorants. Voilà, est-ce que c'était des facteurs à risque supplémentaires? Alors, les traitements hormonaux, oui, quand c'était on va dire plutôt les pilules des années 70-80 qui étaient très dosées, on Mm. va dire en oestrogène. Là, actuellement, les nouvelles contraceptions, que ce soit voilà, les mini-pilules ou les pilules microdosées, on est quand même on n'est pas dans des risques accrus. Il y a aussi pas mal de questions sur, voilà, j'ai eu un protocole enfin, voilà, de stimulation de ma fertilité. Est-ce qu'il y a des risques? Donc, c'est pas, on va dire, démontré. Je dirais ce sont des personnes qui vont être plus surveillées. Donc là aussi, par exemple, avant de partir sur un bilan de fertilité, il y a souvent une mammo qui va être faite un peu plus tôt. Donc on met ce qu'on appelle des garde-fous avant de commencer ces traitements. Donc nous, en tant que médecin, on sait voilà, qu'il faut avoir une écho normale avant de lancer, avant de prescrire. Alors pas une contraception à 20 ans, hein, on ne va pas faire une écho-mammo, mais à certains âges de la vie, c'est vrai qu'on sait par exemple que les contraceptions oestrogéniques, à partir de 40 ans, c'est plutôt à limiter. On va être plutôt sur des contraceptions oestrogènes ou des stérilés. C'est-à-dire qu'on sait qu'à des âges de la vie, on est plutôt sur des types de contraception plutôt que d'autres. Et alors les déodorants, alors il y a l'aluminium qui est beaucoup ressorti. C'est pas démontré scientifiquement. Mm. Pareil, c'est des croyances. Et on vient d'avoir une question là d'Isabelle qui nous demande enfin qui nous dit que beaucoup de médecins, quand on se plaint d'une douleur au sein, n'ont pas d'inquiétude en disant qu'un cancer ne s'identifie pas par la douleur, et nous demande si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, comme je vous le disais, effectivement, en général, c'est pas le premier symptôme de la douleur. Néanmoins, une douleur qui persiste que d'un côté, qui est inhabituelle, ce n'est pas normal.
La manifestation par la douleur, c'est extrêmement rare dans le cancer, sauf pour les cancers qui sont localisés soit derrière le mamelon, soit vers la glande axillaire, c'est-à-dire sur la partie latérale. Voilà. Et souvent, c'est avec les douleurs au sein, c'est plutôt des douleurs liées au cycle. Néanmoins, des fois, il peut y avoir des douleurs inhabituelles, et dans ce cas-là, c'est faire une écho et une maman. Bon, les questions arrivent au fur et à mesure. Hein. Je prends encore 2 minutes, Nathalie, pour les questions. Il y Bien a sûr, Sylvie bien sûr. qui nous demande à quel moment est-ce qu'on perd ses cheveux suite au traitement. Alors, c'est Non. seulement quand on a une chimiothérapie. Et ça arrive très vite, c'est-à-dire dès le premier cycle de chimio, c'est dans les 3 semaines qui suivent. Donc là aussi, voilà, le traitement n'est pas donné d'un coup d'un seul. Il y a une infirmière d'annonce qui va vous préparer, on va dire, les personnes qui vont recevoir une chimiothérapie. C'est est-ce qu'on coupe les cheveux. Donc là, il y a vraiment, c'est vrai que la chimiothérapie, l'impact de la perte de cheveux, ça rend visible la maladie, alors que c'est une maladie, entre guillemets, qu'on peut ne pas voir. Hein, donc c'est quand même très impactant. Il y a aussi des casques réfrigérants qui permettent d'éviter, mais c'est pas hyper confortable. Voilà. Et puis ensuite, il repousse assez rapidement, voilà, de manière plutôt d'ailleurs frisée et rarement, voilà, ne plus en avoir, c'est extrêmement rare après la chimiothérapie. Mais c'est vrai que c'est Merci. assez actif. Hein, la chimiothérapie va agir sur toutes les cellules sur les cellules qui se reproduisent très vite, et le cheveu et les ongles, c'est le premier. Donc ça agit effectivement sur la capillarité pour Merci. On a une pouvoir question. traiter le cancer. Hein. On a une question alors, sur les produits laitiers. La différence entre les produits laitiers animal ou les produits laitiers végétaux. Est-ce qu'il faut proscrire ces produits laitiers animaux? Est-ce que c'est Alors, un facteur de risque? ouais. Là, franchement, je peux pas répondre. Et moi, tout ce qui est interdit, je pense que c'est pas. Je veux dire, voilà, interdire quelque chose, on le fait quand ça a un lien direct. Voilà, le tabac, on sait que c'est toxique, on l'interdit, malgré tout, on fume. Donc bon, qu'est-ce que alors là, voilà, les produits laitiers, si vous aimez les produits laitiers, que vous n'avez pas de truc, ne vous interdisez quand même rien. Alors, les régimes d'interdit, après, bon, ça peut être des façons et après, effectivement, sur l'alimentation, ce que l'on sait de manière formelle, c'est tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est, on va dire, aliments de synthèse, etc. Et les graisses. Effectivement, voilà, mais après, le gras, c'est nécessaire aussi pour pour nos membranes cellulaires. Donc, voilà. Par contre, alors, éviter les boissons sucrées, type coca, soda, etc. C'est plein de sucre. Alors, ça, c'est des sucres qui vont directement, voilà, dans votre pancréas, dans les fesses et dans le reste. Donc ça, pour le coup, et c'est vrai que l'alcool aussi, c'est par sa contribution haute en calories, voilà, que ça peut contribuer à ça. Ensuite, ça voilà, on va pas tous interdire, sinon on vit plus haut. Donc les produits laitiers, moi j'aurais pas tendance, voilà, si vous avez une intolérance aux protéines de lait de vache, spontanément vous n'allez pas prendre du lait de vache. Si vous le tolérez mal digestivement, vous allez le supprimer parce que c'est inconfortable. Mais il n'y a pas de lien entre produits laitiers animal ou végétal et cancer du sein. Pas à ma connaissance. Très bien. Il y a une dernière question et après on va s'arrêter là, je pense, sur la chirurgie ambulatoire qui est de plus en plus commune pour les cancers du sein. Et du coup, notre participante se demande s'il faut s'en étonner. Alors là, ça fait un peu plus de 20 ans. Il faut savoir qu'avant, dans la majorité des cas, on faisait des chirurgies larges, on enlevait le sein, etc. Maintenant, on est dans des chirurgies localisées, donc qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. C'est-à-dire que la chirurgie, c'est fait ça dure en général 1 heure. Ensuite, il y a quand même une surveillance 2 heures. Et quand, on va dire, le sein est souple, qu'il n'y a pas de douleur, on ne laisse pas une perfusion pour laisser une perfusion. Et on autorise un retour à la maison avec des antalgiques, un soutien-gorge pour que le sein soit bien maintenu, mais il n'y a pas de soins médicaux après. Et même pour la cicatrice, donc dans certains cas, c'est des cicatrices un peu complexes, il peut y avoir une infirmière qui passe, ou dans les hôpitaux et les services, il peut y avoir un service de soins infirmiers. Mais oui, actuellement, dans le sein, dans plus de 90% des cas, c'est en ambulatoire. Et ça, c'est lié aussi au progrès de nos techniques chirurgicales et d'anesthésie. Hein, parce que finalement, avant, et dans certains pays, par exemple, les anesthésistes vont induire 2 heures avant l'opération pour être à disposition du chirurgien. C'est-à-dire, vous allez vous prendre 3 tonnes de morphine juste pour être endormi au moment où. Là, actuellement, le soin est un peu différent, c'est-à-dire on vous endort pour l'opération au moment où c'est nécessaire.
de manière ensuite que vous n'ayez pas reçu, enfin, éviter les morphiniques qui vont donner des nausées, des vomissements et un inconfort après. Donc l'idée, c'est en anesthésie de mettre juste les traitements nécessaires pour ne pas avoir mal et pour avoir le moins d'effets secondaires de l'anesthésie. Donc la chirurgie ambulatoire impose un travail collaboratif entre les différents, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières. Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le juste soin au bon moment. C'est-à-dire que voilà, avant, on hospitalisait puis on réfléchissait, et maintenant, c'est avec tout en consultation, on va essayer d'anticiper pour que la chirurgie ambulatoire, on n'opère pas plus vite, on opère vraiment comme d'habitude, mais on va organiser les soins avant et après. Et c'est pas une chirurgie très douloureuse. Quand il y a une ablation et une reconstruction, ça peut être un peu plus douloureux. Et dans ce cas-là, on adapte les niveaux des traitements pour la douleur. Et puis la kiné est aussi importante, ça j'insiste, parce que souvent aussi on va être, alors vous avez vu qu'avec le temps, on s'enroule sur soi-même, hein. Donc voilà, on peut tous se redresser, les épaules, donc il y a tout ce qui est tenu. C'est vrai que quand il y a une chirurgie, on peut être amené à avoir des positions, des postures qui vont faire que, voilà, et donc travailler avec un kiné, c'est travailler la posture, travailler les mouvements, travailler la respiration. Donc voilà, l'approche corporelle est importante dans les traitements. Et ça permet aussi de se dire, tiens, est-ce que c'est pas une occasion aussi de travailler sur ma respiration? Est-ce que je me mets souvent en apnée? Alors moi je le vois, hein, dans les externes au bloc, et comme ça fait peur d'être au bloc, bloc en respiration. C'est des réflexes qu'on a tous, hein. Je veux dire, on se fait opérer, forcément, puisque c'est quand même, donc c'est comment apprendre, une fois qu'on a ces réflexes-là, à désensibiliser ça, à se dire, voilà, est-ce que je respire? Je sais pas, vous pouvez tous regarder si en ce moment vous êtes en train de respirer, avec le ventre, si vos épaules sont comme ça, voilà. Donc Voilà. La posturologie, c'est important. C'est clair. En tout cas, merci docteur Alran, merci Nathalie pour cette conférence. On va clore cette rencontre. Je veux remercier tous les participants pour nos échanges. Et puis donc, je viens de vous mettre dans le chat le lien vers notre questionnaire de satisfaction. Alors c'est précieux pour nous parce que ça nous permet d'adapter au mieux nos prochaines rencontres par rapport à vos besoins. Et puis je vous ai mis aussi le lien pour vous inscrire dans les prochaines conférences. Voilà. Quant au replay du webinaire, il vous sera adressé par mail d'ici quelques minutes. Bon week-end à tous et à toutes. Et merci encore pour votre participation. Merci beaucoup. Ouais. Et merci à vous tous et toutes. Au revoir. Merci docteur. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.